que celle-ci a avec les autres langues à cette période, entre le 9e et le 15e siècle. Donc, dans les épisodes précédents, si vous étiez à Pader en 2012, vous avez peut-être entendu mon exposé sur l'histoire de la langue française, et justement j'essayais de tracer ou de retracer l'apport lexical de la langue française, siècle après siècle, à partir d'un fond latin, puis le substrat gaulois, le superstrat germanique, etc., et comment la langue, d'un point de vue lexical, se construit. En 2013, alors j'ai carrément élargi mon champ d'investigation, puisque je me suis intéressé à l'origine des langues, et du langage en particulier, avec les grandes familles de langues, notamment la grande famille indo-européenne qui a donné les langues celtiques, les langues slaves, les langues latines, etc. Et puis, l'an dernier, je me suis intéressé plus volontiers à la littérature du Moyen-Âge. Cette littérature très riche des premiers temps de la langue française, mais vous voyez que je reste quand même autour de mon domaine d'expertise, c'est-à-dire l'ancien français. La langue d'oïl. Alors voilà. Reprenons finalement du début. Nous avons aujourd'hui une quarantaine de langues romanes. C'est énorme. Cela concerne évidemment de grands domaines linguistiques comme l'occitan, comme le catalan, le castillan, etc., mais également des langues qui ne sont parlées que par quelques locuteurs. Vous avez ici une autre carte de cette Romagna, où finalement vous pouvez avoir sur toute une partie de l'Europe, avec le roumain de côté, un paysage des langues qui sont issues du latin. Alors, si l'on revient au titre que je proposais, de la langue d'oïl à la langue d'oc, j'aurais pu aussi dire de la langue d'oc à la langue d'oïl, puisque ce que je vais vous proposer justement, c'est un parcours, un cheminement dans les interrelations entre ces deux langues au Moyen-Âge. Alors, partons du début. On a tendance, très couramment, à dire que hoc et oil, c'est oui, dans le nord de la France et dans le sud, grosso modo. C'est un peu aller vite en besogne, dans la mesure où hoc ne signifie pas, à proprement parler, oui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu en occitan, justement, je parlais tout à l'heure, quelqu'un vous dire hoc pour vous dire oui. Oui, alors justement, hoc vient du latin hoc, hein, qui signifiait, ceci c'est comme une sorte de démonstratif, alors que oil vient lui aussi de hoc, mais de hoc ilié en latin, qui par contraction a donné oil. Alors, le premier à avoir développé cette dénomination de hoc oil, c'est Dante. Donc un Italien, Dante Alighieri, l'auteur de la Divine Comédie, qui, dès le Moyen-Âge, vers 1293, dans un passage de la Vita Nuova, il oppose en italien, donc dans sa langue, la littérature en lingua d'oco à celle en italien, hein, la langue dit si. Donc il oppose d'abord hoc et si. Et puis en 1305, pour le coup dans un texte latin, dans le De Vulgari Eloquentia, il explique que trois langues se partagent l'Europe, oil, hoc et si. Et d'ailleurs il va plus loin, puisqu'un peu plus tard, dans Il Convivio, dans le banquet, il reproche à ses compatriotes de mépriser leur propre langue pour lui préférer des parlers vulgaires, di lingua d'occio, ou en lo parlare precioso di Provenza. Alors, que dit exactement Dante? Il dit « Nam alii hoc, alii si, alii vero dicunt oil ». En effet, les uns disent hoc, les autres disent si, et d'autres encore disent oil. Il fait une tripartition. Alors, j'ai repris le texte plus largement du De Vulgari Eloquentia de 1305, et ce qu'il dit, c'est tout ce qui reste en Europe, en dehors de ces territoires, c'est-à-dire en fait en dehors des territoires du Nord, les territoires germaniques, il parle de cela à ce moment-là, est occupé par un troisième idiome, et il parle d'un seul idiome. Pour lui, c'est une langue. Et cette langue, cet idiome, est aujourd'hui à l'évidence triparlier.
En effet, les uns disent hoc, et là je reprends la citation que vous avez vue dans la précédente diapositive, les autres oi, et les autres encore si, pour affirmer, comme par exemple les Espagnols, les Français, les Italiens. C'est-à-dire que si on reproduit la carte de ce que Dante a à l'esprit pour opposer finalement les grandes langues